Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 123e numéro. Au sommaire, nous allons parler d'infos internationales bien sûr, où nous parlerons du Moyen-Orient avec un nouvel attentat en Irak, même si Daesh recule de plus en plus. Nous parlerons également de la Turquie, dont 8 soldats ont été tués par les forces du PKK. On parlera bien sûr de la crise des migrants, et on finira avec Dilma Rousseff, qui a été démis de ses fonctions au Brésil. Dans la partie France, nous parlerons d'EDF et de l'EPR britannique qui continue de faire parler. On parlera du chômage qui provoque 10 000 morts par an et d'une étude qui nous apprend qu'un jeune sur 5 est prêt à user de ses charmes pour avoir un poste. On parlera également du tourisme en France, qui est très important pour renflouer les caisses de l'État, et ce tourisme qui tourne au ralenti depuis les attentats de Paris. Enfin, dans la partie santé-environnement, nous parlerons des pesticides, nous parlerons du robot chirurgien qui vient de faire une opération, nous parlerons des erreurs médicales aux États-Unis qui est la 3e cause de mortalité. Voilà, attachez vos ceintures et on y va. On attaque la partie internationale et on va démarrer avec le Moyen-Orient. On va parler de l'Irak pour commencer, un nouvel attentat en Irak à la voiture piégée à Bagdad. Au moins une 60aine de personnes ont été tuées mercredi dernier dans un attentat à la voiture piégée revendiqué dans un communiqué par le groupe État islamique. L'attaque a eu lieu à proximité d'un marché de Bagdad. L'explosion visait le quartier chiite de Sadr City, dans le nord de la capitale irakienne. Près de 80 personnes ont été blessées selon un dernier bilan. Alors malgré cet attentat, on apprend que l'État islamique perd du terrain petit à petit en Irak. Le groupe État islamique perd du terrain tous les jours en Irak et a du mal à reconstituer ses forces après chacune de ces attaques. Voilà ce qu'a déclaré la semaine dernière le général américain Gary Volesky dans une vidéoconférence. Les forces irakiennes combattent actuellement les djihadistes de l'État islamique sur plusieurs fronts, principalement dans les provinces d'Al-Anbar dans l'ouest et celle de Ninive dans le nord, dans le but de reprendre les villes de Fallujah et de Mossoul. Selon le général américain, qui appartient à l'état-major de la coalition anti-djihadiste à Bagdad, le groupe État islamique a perdu beaucoup de sa capacité à monter des attaques contre les forces irakiennes. Je cite, « Là où nous voyions auparavant 50, 60 ou 70 combattants avec un camion de bombe, ils ne sont plus maintenant que 5, 8, peut-être 15 avec le véhicule, a-t-il raconté. Il faut désormais 2 à 3 semaines aux djihadistes pour reconstituer leurs forces après une attaque. Et leurs communications entre la vallée de l'Euphrate et la vallée du Tigre sont désormais beaucoup plus difficiles. » On parle maintenant du pays voisin de l'Irak, à savoir la Syrie, et on apprend que même si l'État islamique a de plus en plus de mal, aujourd'hui elle encercle la ville antique de Palmyre. Daesh a infligé un revers à l'armée syrienne, moins d'une semaine après les célébrations par le régime et son allié russe de la reprise de la ville antique. Après avoir perdu Palmyre le 27 mars, les djihadistes sont parvenus à couper la route entre Homs et Palmyre, près de l'aéroport militaire de Tiaïas, après une attaque lancée à partir de l'est de Homs. Les villes de Homs et de Palmyre, cités antiques inscrites par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, sont contrôlées par le régime de Bachar el-Assad. La coupure de cette route représente l'attaque la plus importante de Daesh depuis la conquête de Palmyre par le régime avec l'appui de l'aviation russe. Voilà ce qu'a déclaré un directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. On continue maintenant, on va parler maintenant de la Turquie. La Turquie avec des gardes frontières turcs qui ont abattu des réfugiés syriens qui fuyaient la guerre. Des gardes frontières turcs ont abattu plusieurs réfugiés syriens fuyant la guerre pendant les mois de mars et avril 2016. Voilà ce qu'affirme Human Rights Watch dans un rapport. C'est la première fois que de telles accusations sont portées par une organisation de défense des droits de l'homme. Selon Human Rights Watch, des gardes frontières turcs ont abattu plusieurs réfugiés syriens fuyant la guerre pendant les mois de mars et d'avril. Au total, d'après l'ONG, 5 personnes ont été tuées, 8 blessés par balle, dont 3 enfants, et 6 autres personnes ont été sérieusement agressées par les forces de sécurité turques. Des allégations, bien sûr, qui contrastent fortement avec le discours officiel de bienvenue des autorités turques. Les autorités turques qui, bien sûr, se défendent d'avoir commis de tels actes. Les forces turques qui sont impliquées bien sûr dans le conflit entre l'État islamique et les forces de Bachar el-Assad en Syrie bien sûr, et qui sont plutôt en proie au PKK. On a appris que 8 soldats turcs ont été tués par le PKK ces derniers jours. 8 soldats ont été tués et 8 autres blessés vendredi dernier dans des opérations contre le PKK dans la province de Hakkari, dans le sud-est à majorité kurde de la Turquie. Voilà ce qu'a annoncé l'état-major turc. 6 soldats ont été tués lors d'affrontements avec des rebelles kurdes près d'une base militaire du district de Kurkura et 2 autres ont péri dans le crash d'un hélicoptère militaire qui se rendait sur les lieux en renfort. Voilà ce qu'a détaillé l'armée dans un communiqué. On continue les infos internationales, on va maintenant parler des conséquences de toutes ces guerres bien sûr. C'est bien sûr les migrants et les déplacés, puisque cette année on a atteint un nombre record de déplacés.
Le nombre de personnes chassées de leur foyer dans leur propre pays par la guerre et la violence a atteint un niveau record en 2015 avec 40,8 millions de déplacés, selon un rapport. Dans le monde entier, 8,6 millions de personnes ont fui des zones de conflit en 2015, soit en moyenne 24 000 personnes chaque jour. Voilà ce qu'estime l'Internal Displacing Monitoring Center. Plus de la moitié sont issus du Moyen-Orient. Ainsi au Yémen, près de 2,2 millions de personnes ont fui à l'intérieur du pays l'an dernier, soit 8% de la population, principalement en raison des frappes saoudiennes et du blocus économique imposé aux civils. Voilà ce qu'estime le rapport. Selon cette organisation, les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays sont 2 fois plus nombreuses que celles qui choisissent de quitter leur pays et de devenir des réfugiés. Parlons des réfugiés maintenant, puisque toutes ces victimes de guerre au Moyen-Orient viennent en Europe en priorité, puisque c'est le point le plus proche. Et on a appris que la Commission européenne veut infliger une amende aux pays de l'Union européenne qui refuseraient les demandes d'asile, une amende de 250 000 € par migrant. Bruxelles tape du poing sur la table. La Commission européenne a proposé mercredi dernier d'instaurer une contribution de solidarité pour tout pays refusant la répartition automatique des demandeurs d'asile dans l'Union européenne. L'amende s'élèvera à 250 millions d'euros par personne. Cette somme sera versée au pays qui accueillera une personne à la place de l'État membre refusant les demandeurs d'asile. Voilà ce qu'a expliqué l'exécutif européen en présentant une révision du règlement de Dublin. Aujourd'hui, ce règlement fait le plus souvent peser sur le pays de première entrée la responsabilité d'une demande d'asile. Je cite, « Dublin ne fonctionne pas car les pays en première ligne sont laissés seuls avec leurs problèmes. Cela ne fonctionne plus. Il faut partager le fardeau », a plaidé le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, lors d'une conférence de presse à Bruxelles. Et on continue, on va parler maintenant de l'Union européenne et de la Turquie. Vous savez que les deux blocs se sont mis d'accord pour envoyer les migrants illégaux en Turquie, mais bien sûr la Turquie demande des compensations. Et aujourd'hui un bras de fer s'est installé entre ces deux blocs, un bras de fer puisque la Turquie a demandé à l'Union européenne qu'ils soient exemptés de visa pour leurs concitoyens pour qu'ils puissent venir dans l'Union européenne. La question de l'exemption des visas pour les Turcs souhaitant effectuer de courts séjours dans l'Union européenne a fait l'objet de vifs débats la semaine dernière au Parlement européen à Strasbourg. La Commission européenne a récemment donné un avis favorable assorti de réserves, estimant qu'Ankara devait remplir encore 5 critères parmi les 72 fixés pour obtenir donc cette exemption de visa, dont une révision de sa législation antiterroriste, ce que les Turcs refusent. En l'état actuel de choses, le Parlement européen ne semble donc pas prêt à céder sur cette question. On continue ces infos internationales, on va maintenant parler de la Chine et des États-Unis. Alors vous savez qu'il y a plusieurs points chauds sur la planète. Un autre de ces points chauds, c'est en mer de Chine. La mer de Chine qui est un endroit où il y a plusieurs richesses, c'est aussi un point de passage pour les pétroliers. Alors aujourd'hui, on a appris que les Chinois ont envoyé des avions et des bateaux pour faire fuir un navire de guerre US. Un navire de guerre US était stationné à moins de 12 000 nautiques d'une des plus grandes îles artificielles chinoises. Ça fait partie de la stratégie du Pentagone de montrer que les États-Unis sont concernés par l'expansion de la marine chinoise dans la mer de Chine. La présence de l'USS William P. Lawrence, un navire de classe Al Wright Burke, capable de lancer des missiles guidés, a obligé la Chine à envoyer 3 avions de chasse qui ont localisé le navire, ainsi que 3 navires chinois, jusqu'à ce que le bateau américain quitte enfin la zone. Après la Chine, on va parler de la Russie. On a appris cette semaine que la Russie posséderait un missile nucléaire capable d'anéantir un pays entier. Le gouvernement de Vladimir Poutine s'apprête à tester un missile nucléaire si puissant qu'il pourrait à lui seul raser un pays de la taille de la France en quelques secondes. Le missile nucléaire, qui s'appelle Satan II, sera le plus puissant jamais conçu et aucune technologie de défense antimissile n'est en mesure de l'arrêter. Outre sa puissance, il est équipé d'une technologie furtive pour tromper les systèmes radars ennemis. Son nom officiel est RS-28 Sarmat. Fabriqué pour remplacer les vieillissants missiles R-36M, qui étaient surnommés Satan par les experts de l'OTAN. C'est donc tout naturellement que son successeur a récupéré le surnom de Satan II. Le missile aura une capacité d'action de 10 000 km, mettant des villes européennes comme Londres ou Paris, mais aussi des villes de la côte ouest américaine dans sa ligne de mire. Par ailleurs, le missile pourrait contenir jusqu'à 12 têtes nucléaires, lui donnant la capacité de détruire en quelques secondes un territoire de la taille du Texas ou de la France, selon les informations de la télévision russe. La Russie a déclaré souhaiter tester son missile dès cet été, afin qu'il puisse entrer en service en 2020. Il n'y a pas que la Russie qui développe des armes, bien évidemment, il y a aussi Israël qui a développé un robot tueur. On n'est pas encore arrivé au stade du robot autonome tueur,
cauchemar de nombreux scientifiques, de spécialistes en robotique et d'entrepreneurs en vue à la Silicon Valley. Mais on s'en approche avec Dogo, une machine mise au point par l'entreprise General Robotics, installée dans les environs de Tel Aviv. D'une masse de seulement 12 kg et munie de chenilles afin de lui permettre d'opérer sur des terrains accidentés, Dogo est en effet un robot tactique armé d'un pistolet Glock de 9 mm et doté d'un désignateur laser. Et a priori, il serait le premier du genre. Cela étant, il peut également utiliser des armes non létales quand il s'agit de mener une opération de police. Selon la description qu'en fait General Robotics, il faut voir Dogo comme un chien de garde, d'où son surnom, inspiré par le dog argentin, un animal passant pour être rusé et courageux, mais avec un caractère dominateur. Ce qui fait qu'il ne doit pas être mis entre n'importe quelle main, comme ce robot d'ailleurs. Si le Dogo est armé, il peut tirer sur une cible sans en avoir reçu l'ordre de son opérateur, qui le manœuvre grâce à un terminal. Ce dernier est en mesure de recevoir les images prises avec les 8 caméras qui équipent ce robot afin de disposer d'une vision de 360 degrés. On continue, on va parler de l'Union européenne maintenant. On va parler tout d'abord de ce Syrien qui a été attrapé en Europe, dont on sait qu'il a fait des exactions en Syrie, qu'il a décapité, mais qui a été laissé en liberté. Un homme de 25 ans qui a avoué avoir décapité une personne en Syrie a été condamné la semaine dernière à 5 ans de prison, dont 30 mois avec sursis, pour avoir participé aux activités d'une organisation terroriste. Le parquet fédéral avait requis son placement en détention immédiate, mais le juge a estimé qu'elle ne se justifiait pas. On continue, on va parler maintenant de LuxLeaks et du fameux procès où on a demandé 18 mois de prison pour les 2 lanceurs d'alerte. Une même peine de 18 mois de prison a été requise au procès des LuxLeaks à l'encontre d'Antoine Deltour et de Raphaël Hallette, anciens du cabinet d'audit PwC, accusés d'avoir fait fuiter des milliers de documents confidentiels sur les pratiques fiscales de multinationales établies au Luxembourg. On continue avec la Grèce. La Grèce, vous savez, où rien n'est terminé, bien au contraire. Vous allez voir que très bientôt, une nouvelle crise va apparaître en Grèce. On en reparlera. Mais avant tout, il y a eu des heurts devant le Parlement par rapport à une loi qui devait être votée. Le Parlement grec s'est prononcé sur une réforme controversée des retraites, réclamée par ses créanciers, l'Union européenne et le FMI bien sûr, sur fond de manifestation et à la veille d'une réunion de l'Eurogroupe sur la Grèce. Ces 3 derniers jours, les manifestations se sont multipliées dans la capitale, comme à Thessalonique, dans le nord, surtout à l'appel de la gauche communiste, contre ce texte qui prévoit une augmentation des cotisations retraite et des impôts. Quelques incidents et tirs de gaz lacrymogène ont eu lieu en début de soirée aux abords du Parlement. Alors comme je vous l'ai dit, on veut régler maintenant l'affaire de la dette grecque. On nous avait dit que tout était réglé en Grèce, mais bien évidemment, rien n'est fait. Alors on va de nouveau avoir une nouvelle crise. Alors l'Eurogroupe veut une entente sur cette dette grecque avant la fin du mois de mai. Pourquoi la fin du mois de mai? Parce qu'après, il y a également le référendum au Royaume-Uni, référendum sur le Brexit. Donc il faut traiter les problèmes les uns derrière les autres, mais très rapidement. Le président de la zone euro, Jeroen Dijsselbloem, a déclaré souhaiter un accord sur la dette grecque le 24 mai lors de la prochaine réunion régulière des 19 ministres des Finances de la zone euro. Aujourd'hui, nous avons une première discussion sur le fond et ensuite on essaie de trancher avec la question le 24 mai. Voilà ce qu'a déclaré monsieur Dijsselbloem en arrivant à une réunion exceptionnelle des ministres des Finances de la zone euro à Bruxelles. Les Allemands sont réticents, on va parler avec eux. Voilà ce qu'a ajouté le ministre néerlandais des Finances. Donc, comme je vous le disais, après le problème de la dette grecque, le Brexit, et David Cameron qui a annoncé qu'en cas de Brexit, on pourrait aller jusqu'à la 3e guerre mondiale. Devant les médias, le Premier ministre britannique s'est livré à une démonstration de patriotisme européen, assurant qu'un Brexit déboucherait sur une ère d'isolationnisme et pourrait conduire à une véritable guerre généralisée. Dans un discours considéré par les médias britanniques comme l'un des plus chargés en émotions de ces derniers mois, David Cameron s'est exprimé à la télévision en évoquant l'image très symbolique de ces rangées de pierres tombales blanches entretenues avec amour dans les cimetières de guerre du Commonwealth, comme preuve du prix qu'a payé ce pays pour assurer la paix sur le continent européen. On va terminer ces infos internationales en parlant d'abord du Brésil où Dilma Rousseff a été officiellement écartée du pouvoir. La présidente brésilienne Dilma Rousseff a été officiellement écartée du pouvoir jeudi dernier, en attendant l'ouverture de son procès en destitution par le Sénat. Cette annonce était attendue après le vote des sénateurs en faveur de la suspension de son mandat. C'est son vice-président Michel Temer qui doit la remplacer. Accusée de maquillage des comptes publics, Dilma Rousseff, 68 ans, nie avoir commis une quelconque infraction et dénonce un coup d'État
institutionnelle. Alors je vous invite à aller voir déjà la vidéo du Cercle des volontaires avec l'interview de Pepe Escobar qui est relativement intéressante et également à lire l'article sur la lettre d'analyse et d'information libre numéro 13, un article sur l'Amérique du Sud, intéressant également. Nous avons analysé tout ce qui se passe également en Argentine et également au Venezuela. Voilà, c'est à lire dans la lettre d'analyse et d'information libre. Et on termine ces infos internationales en parlant d'UPS qui va distribuer des vaccins à l'aide de drones. L'entreprise de messagerie UPS va participer à un programme visant à distribuer des lots de sang et de vaccins par drone, notamment au Rwanda. Voilà ce qu'a annoncé lundi dernier. La fondation UPS a accordé une subvention de 800 000 $ à un projet dans lequel est associée à la société Zipline et Gavi, une alliance internationale créée en 2000 pour faciliter les vaccinations dans le monde. Dans le courant de l'année, le gouvernement rwandais commencera à utiliser des drones de Zipline qui peuvent effectuer jusqu'à 150 livraisons de sang par jour à 21 centres de transfusion situés dans la moitié ouest du pays. On attaque la partie France maintenant et on va parler d'EDF. Alors ça, on en a déjà beaucoup parlé sur l'agence Info Libre. On en a notamment parlé dans la lettre d'analyse et d'information libre numéro 12 sur EDF. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le début de l'article sur le site de l'agence Info Libre. Alors on parle de l'EPR au Royaume-Uni qui fait poser beaucoup de questions. Et aujourd'hui, le CCE, le comité central d'entreprise, qui a décidé de demander une expertise sur cet EPR britannique. Les élus du comité central d'entreprise CCE d'EDF ont décidé de lancer une expertise externe sur le projet controversé de construction de 2 réacteurs EPR à Hinkley Point en Angleterre. Pour lever les doutes sur le projet d'Hinkley Point, qui avait poussé le directeur financier d'EDF à la démission début mars, les élus du comité central d'entreprise de l'électricien français ont voté le 9 mai dernier à l'unanimité le lancement d'une expertise externe. Le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, avait estimé fin avril que ce projet de construction de 2 réacteurs de type EPR, évalué à 18 milliards de livres sterling, soit 23 milliards d'euros environ, aujourd'hui ce chiffre a été révisé bien à la hausse, devrait être lancé dès que le groupe aurait obtenu l'avis de son CCE, tandis que le ministère de l'économie élu Emmanuel Macron évoquait récemment un feu vert en septembre. Alors on va parler de la loi travail très rapidement puisque tout a été dit à la télévision et sur internet. Alors vous avez noté que les motions de censure ne sont pas passées. Il y avait 2 motions de censure, une de la gauche qui n'est pas passée à 2 voix près, une de la droite qui n'est pas passée non plus. Alors bien évidemment, la motion de censure de gauche n'a pas été votée par les gens de droite, la motion de censure de droite n'a pas été votée par les gens de gauche. Donc voilà, la loi est passée. Alors on va quand même rajouter par rapport à cette loi travail que lors d'un débat télévisé sur BFM TV, le cabinet de Manuel Valls a contacté par SMS le présentateur, le journaliste de BFM TV pour lui montrer son agacement. BFM TV consacrait un débat sur la loi travail et à la question « Un accord était-il possible ?» Pour débattre, la chaîne d'info avait invité Olivier Falorni, député d'Hiver Gauche de Charente-Maritime, et Elliott Lepers, initiateur de la pétition « Loi travail non merci ». Mais la présence de ces derniers semble avoir agacé l'entourage de Manuel Valls. En pleine émission en direct, le journaliste a reçu un SMS du cabinet du Premier ministre demandant pourquoi BFM TV n'avait pas invité en plateau des personnes soutenant le texte. Alors je vous invite à aller lire l'analyse que nous avons fait des médias dans la lettre d'analyse et d'information libre numéro 13 qui est en vente sur la boutique de l'agence Info Libre. On continue avec la partie France, on va maintenant parler de l'emploi. Alors on a appris que plus de 10 000 décès par an en France étaient dus au chômage. Dépression, cancer, isolement, suicide. Aujourd'hui en France, le chômage est un problème majeur de santé publique. Voilà ce qu'a dit le Conseil économique, social et d'environnement. On comptera 200 millions de chômeurs à travers le monde en 2017, selon l'Organisation internationale du travail. Et 5,76 millions en France, malgré la baisse de mars dernier de 60 000, ce qui est anecdotique. Le chômage est un problème économique, social et politique, mais aussi un problème majeur de santé publique, tient à alerter le Conseil économique, social et environnemental. Derrière les statistiques, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes. Aujourd'hui en France, entre 10 000 et 14 000 décès par an sont imputables au chômage. Voilà ce que dénonce ce conseil économique. Citant une étude de l'INSERM de 2015, la perte d'un emploi va bien au-delà d'un salaire. Anxiété, stress, hypertension, mal-être, dépression, addiction au tabac et à l'alcool, rechute de cancer, maladie chronique. Et une autre information qui va dans ce sens, on a appris qu'un Français sur 5 était prêt à coucher pour rentrer dans une entreprise. 3/4 des jeunes de 18 à 24 ans sont prêts à tout pour réussir en entreprise. Et près d'1 sur 5 irait même jusqu'à coucher.
Mais ce qui est les plus efficaces, tous âges confondus, c'est de flatter les chefs, selon un sondage OpinionWay publié la semaine dernière. Selon ce sondage réalisé pour les éditions Tissot, spécialisées en droit du travail, 53% des salariés interrogés se disent prêts à tout pour réussir, davantage les hommes, 59%, que les femmes, 47%, et surtout les jeunes, 75%, contre 51% des 35-49 ans, et 44% des 50 ans et plus. Parmi les choses qu'ils sont prêts à faire dans cette optique, c'est la plus consensuelle des propositions, communiquer en permanence sur ces réalisations, qui recueillent le plus d'adhésion, 53%. Mais 29% sont prêts à ne pas dire exactement la vérité à leurs supérieurs, et 22% sont prêts à acquiescer à toutes les idées de leur boss, même celles qui ne leur semblent pas très pertinentes, et 22% sont prêts à user de leur charme. On continue toujours sur le même registre, l'emploi. On a appris que suite aux attentats de Paris, le tourisme est au ralenti. 6 mois après les attentats de Paris, le tourisme fait toujours grise mine. Les clients étrangers boudent les hôtels, les restaurants, les musées, les grands magasins de la capitale, etc. Le taux d'occupation dans l'hôtellerie a reculé de 11 points par rapport à 2015. Il est tombé à 70,4% en avril cette année, contre 81,4% à la même époque l'année dernière. Du jamais vu. La fréquentation des restaurants a elle aussi diminué de moitié, surtout le soir. Il n'est pas rare de voir un restaurateur faire le pied de grue à l'extérieur de son établissement pour attirer le passant. Même désaffection dans les boutiques de luxe, les grands magasins, les musées et les lieux touristiques habituellement bondés. Et bien sûr, la conséquence de tout ceci, c'est la hausse du déficit budgétaire de l'État à 27,5 milliards d'euros. Le déficit budgétaire de l'État français a légèrement augmenté en mars par rapport à son niveau de l'an dernier pour atteindre 27,5 milliards d'euros contre 26,3 milliards fin mars 2015. Voilà ce qu'a annoncé le ministère des Finances. Ces détériorations s'expliquent par une opération technique, une avance exceptionnelle de 5,4 milliards d'euros ayant été accordée à l'agence de services et des paiements qui remboursera cette somme dans le courant de l'année. Voilà ce qu'a précisé Bercy dans un communiqué. Mais bon, au vu de tout ce qu'on a dit depuis de nombreux mois, on peut quand même douter de ce que prétend annoncer Bercy dans ce communiqué. On attaque la partie santé-environnement maintenant et on va parler des pesticides et on va vous donner le palmarès des pesticides interdits mais les plus vendus en France. L'industrie agrochimique et des lobbies agricoles ont trouvé des subterfuges pour détourner la législation sur les pesticides interdits, les dérogations. Alors que Bruxelles propose la réautorisation du glyphosate, le fameux désherbant Roundup, pour 10 ans, l'Europe vient d'accorder 19 dérogations à la France pour des substances prohibées. C'est l'une des astuces expliquant que l'on retrouve dans les chiffres de vente que nous dévoilons des pesticides interdits. Un pesticide interdit, dangereux pour l'environnement et nocif pour la santé, est retiré du marché. Théoriquement, c'est sans compter avec l'intense lobbying des industries et des organisations syndicales. Largement utilisée entre 2007 et 2010, l'astuce des dérogations, qui ressemble à un détournement de législation, semble de nouveau à la mode. Alors, parmi le palmarès, en premier, on a le lactochlore, en 2, le dichloroporène, en 3, l'huile de pétrole, en 4, le trifuraline, en 5, le benfurucarbe, en 6, le carbufutaran, en 7, l'anthraquinone, en 8, l'asulame, en 9, le diclobénil, en 10, le flusilazole, en 11, le ioxinil et en 12, le propachlore. On continue sur ce thème des pesticides et on a appris qu'il y a autant de pesticides dans les campagnes que dans l'air à Paris. Les pesticides ne s'arrêtent pas au périphérique parisien. Tant en milieu urbain que rural, on trouve dans l'air francilien des pesticides de différentes natures. C'est ce que montre une étude d'Airparif, observatoire de l'air dans l'Île-de-France, qui a révélé la présence de 48 molécules sur 171 recherchées. Je cite: on remarque quasiment le même nombre de pesticides en ville qu'en zone rurale, 36 contre 38. Voilà ce qu'indique Frédéric Bouvier, directeur de l'Airparif. Mais leur nature varie d'un milieu à l'autre. En milieu rural agricole, on trouve davantage d'herbicides. En ville, les insecticides et les acaricides sont les plus spécifiquement présents. On continue, on va parler du robot chirurgien qui a opéré des intestins. Le robot chirurgien Star a réalisé une opération sur des intestins de porc en totale autonomie. Ses résultats sont aussi bons que ceux de 5 chirurgiens experts. Je cite: une machine à coudre raffinée. C'est avec ces mots que Simon Léonard décrit son robot chirurgien. Ce chercheur de l'université Johns Hopkins à Baltimore et 5 de ses collègues ont mis au point une machine qui suture aussi bien qu'un vrai chirurgien.
Pour la première fois, leur robot baptisé STAR a été capable de pratiquer une intervention plus complexe sur des tissus mous. Les résultats sont parus le 4 mai dernier dans la revue Science Transnational Medicine. 4 ans de travail ont été nécessaires à l'équipe avant de mettre au point un robot suffisamment délicat pour travailler sur des tissus mous. Jusqu'ici, les interventions ont été pratiquées sur des zones plus dures, telles que l'os. La mobilité des vaisseaux sanguins ou des intestins a rendu le travail plus complexe, car les mouvements ne sont pas prévisibles. Alors vous allez me dire, est-ce que ces robots, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour l'emploi? Je vais vous dire que pour l'emploi, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais pour les Américains, c'est peut-être une bonne nouvelle, puisqu'on a appris que l'erreur de médecine est maintenant devenue la 3e cause de mort. Des chercheurs de la Johns Hopkins University ont relevé que chaque année, plus de 250 000 patients décédaient à cause d'erreurs médicales aux États-Unis. Mais la mort par erreur médicale n'est pas comptabilisée parce que dans le système US, le code d'erreur médicale n'existe pas. On termine ces infos santé-environnement avec le projet Hyperloop. Projet Hyperloop, qu'est-ce que c'est? Ça sera le train du futur qui va nous conduire d'un point A à un point B à 1200 km/h. La société Hyperloop One a annoncé qu'un premier test à échelle et vitesse réelle du système de propulsion de son train supersonique avait eu lieu le 11 mai 2016 dans le désert du Nevada près de Las Vegas. L'idée est de faire circuler des capsules dans des tubes à très basse pression afin de réduire au maximum les forces de frottement et atteindre ainsi une vitesse proche de celle du son, soit un peu plus de 1200 km/h. Si le projet paraissait loufoque il y a encore 2 ans, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et on termine avec la NASA qui a découvert 1284 planètes en dehors du système solaire. La NASA a découvert 1284 nouvelles planètes en dehors du système solaire grâce au télescope spatial Kepler, doublant ainsi le nombre de celles déjà découvertes et confirmées. Voilà ce qu'a annoncé l'agence spatiale américaine la semaine dernière. Ceci nous donne l'espoir que, quelque part autour d'une étoile similaire à notre Soleil, nous finirons par découvrir une planète sœur à la Terre. Voilà ce qu'a affirmé Hélène Stofan, responsable scientifique de la NASA. Les astronomes sont certains à 99% que ces 1284 exoplanètes sont bien des planètes et pas un objet céleste. Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie bien évidemment tous ceux qui envoient des informations tout le long de la semaine. Je vous remercie bien sûr tous ceux qui sont abonnés à l'agence Infolibre et qui ont compris que pour que l'agence Infolibre puisse continuer et se développer, il fallait nous soutenir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des infos dont on parle peu. D'ici là, restez bien informés sur agenceinfolibre.fr bien sûr. N'oubliez pas les réseaux sociaux, le Twitter, le Facebook bien sûr. N'oubliez pas également la lettre d'analyse et d'information libre et toutes les vidéos que nous mettons en ligne tout le long de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous!